Dans cet épisode, je vais vous parler de l'élevage d'animaux domestiques en Chine, du mois de convalescence après l'accouchement, et de lorsque l'on tombe malade en Chine, quel type de praticien on va voir. Est-ce que l'on va voir de la médecine des médecins traditionnels ou est-ce que l'on va voir des médecins, donc de la médecine dite moderne? Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 30 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCV, voilà. Je suis en train de repenser encore à l'épisode d'hier, c'était génial, voilà, moi j'ai adoré en tout cas. Si vous l'avez pas écouté, d'ailleurs, l'épisode 29, allez le réécouter tout de suite, c'était quelque chose de fantastique, voilà, ça partait dans tous les sens, mais c'était génial. En plus, 30e épisode aujourd'hui, quoi, 30e, c'est faux comme le temps passe vite, quoi. 30 fois 20 minutes, ça fait au moins plein d'heures. Voilà, c'est vraiment pas mal de podcasts et ça me fait vraiment plaisir d'avoir encore tout plein de questions de votre part que vous me posez sur du-chinois.com/questions au singulier. C'est génial, tout simplement. Voilà, je suis super content. J'avais envie de vous le dire, je suis super content. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu le film La Cité de la Peur ? C'est un très bon film que je vous recommande. Voilà, c'était le truc marrant du jour. Alors, en attendant, même pas en attendant, d'ailleurs, on n'attend rien du tout, on passe aux questions. Alors, question de Marion qui me dit: bonjour Cédric, merci pour tes podcasts, tous tes podcasts géniaux. Merci, voilà, ça commence bien, c'est génial. J'ai cru comprendre. Ah oui, le podcast d'hier, il a été décalé parce que il y avait un typhon aux Philippines et du coup mon assistante ne pouvait pas se connecter. Donc c'est pour ça que ça a été un petit peu décalé. Vous avez peut-être le podcast 29 et 30 donc ensemble. Si c'est le cas, eh bien allez écouter le 29 d'abord, comme je vous le disais, il est génial. Et ensuite revenez ici pour ces 3 super questions, c'est génial aussi. De toute façon, tout est génial. Donc comme le dit Marion, merci pour tes podcasts géniaux. On attaque la suite de la question. Donc elle me dit: j'ai cru comprendre qu'il était difficile d'adopter et d'élever des animaux domestiques de type chien et chat en Chine parce qu'il y a beaucoup de règles et de restrictions à ce niveau. Que sais-tu du sujet? Y as-tu déjà été confronté, Marion? Alors, moi, j'ai eu des expériences difficiles en Chine et c'était pas vraiment avec ces règles et ces restrictions. Au final, pour acheter une bestiole, c'est pas difficile du tout. J'avais acheté un chien la deuxième fois que je suis venu en Chine et que je m'y installais pour un moment. Et je voulais le ramener ensuite avec moi en France, mais il est décédé des suites d'une maladie. Et on n'a jamais vraiment bien compris pourquoi. Et au final, il a été euthanasié à la fin. Bon, c'est quelque chose, c'était terrible, très difficile à vivre. Moi, j'aime bien les petites bêtes. Voilà, je sais pas si vous le savez, mais maintenant vous le savez. Il était mis sous perfusion, et puis en plus, les vétérinaires, ils avaient pas de peine à nous taxer avec nos têtes d'étrangers d'ailleurs. Et c'était difficile, c'était plus cette partie-là, le vétérinaire, la santé, etc., qu'autre chose qui était difficile. Et ma deuxième expérience, eh bien, j'avais un chat, un magnifique chat, qu'un éleveur de chats m'avait donné, d'ailleurs, qui est le petit frère de la marraine de mon fils. Je vous raconte pas tout, hein, je vous raconte toujours ma vie, moi, qui lui avait donné, et un chat magnifique, quoi. Et quand on lui a acheté des croquettes de la marque Whiskas, au final la première fois on est tombé sur des fausses croquettes. Et on n'a pas compris, en fait, on l'a su que après, parce qu'il est mort, le chat il est mort tout doucement, empoisonné du coup, avec des croquettes, c'était peut-être du plastique ou je sais pas ce qu'il y avait dedans. Problème donc qui a attaqué le cerveau et puis voilà. Enfin bon, voilà, je vous ai parlé des détails là aussi, mais c'est ensuite après quand on avait donné tous les trucs parce qu'on voulait plus de chat du coup, tous les trucs à un ami et que son chat a commencé à baver et tout ça, enfin comme un problème de cerveau quoi. Qu'on a compris qu'au final c'était les croquettes et ça c'était très dur. Voilà. Donc au niveau des règles et des restrictions, je trouve que il y en a pas. Alors peut-être à Shanghai, où notamment le chien comme animal de compagnie, on en a énormément, je crois qu'il y en a 2 ou 3 millions de chiens. Ça casse les préjugés, ça encore une fois j'aime bien, on le dit toujours qu'on casse les préjugés, mais les gens ils me disent: ouais, mais si je vais en Chine avec mon chien, ils vont le manger, tu vois. Enfin je comprends que ça fasse peur parce que les médias ils nous aident pas, mais au final,
quand on voit que la plupart des personnes dans les grandes villes, ils ont un chien comme animal de compagnie, comme leur petit chéri, quoi. C'est leur chien, comme un chien pour nous, quoi, tout simplement. Ça casse les préjugés, ouais. Et donc à Shanghai, avec le nombre énorme de chiens comme animal de compagnie que l'on retrouve, eh bien je crois qu'il y a des taxes maintenant et qu'il faut les enregistrer. Mais à part ça, voilà, non, sinon, en plus, si on est dans le reste de la Chine, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas vraiment beaucoup de règles et il n'y a pas beaucoup de restrictions. Les gens sont très propres, par rapport à chez nous, notamment. Je trouve qu'en Chine, mais même en Belgique, hein, d'ailleurs, c'est pas l'Occident face à la Chine, hein, mais en Belgique, les gens, ils sont très propres, avec leurs animaux. J'en vois souvent qui ramassent les déjections de leurs animaux, ils s'en occupent très très bien, quoi. En France, bon, on laisse le chien faire sur le trottoir et ensuite fait, allez, viens, on s'en va, ça va, hein. Allez, le chien, plus vite. c'est terrible, quoi. Donc, je trouve que élever un animal en Chine, c'est très bien. Après, la question qui se pose, et ça me revient à l'esprit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure très vite fait, c'est que si tu veux le ramener ensuite, Marion, si tu veux le ramener ton animal en France, et pas l'abandonner, enfin moi je suis contre l'abandon des animaux, hein. Moi j'avais eu des chiens qu'on avait récupérés à la LPA ou des trucs comme ça, je suis vraiment comme ça, quoi, on dirait pas peut-être, je sais pas, hein, prof de chinois, quoi. Et je suis vraiment contre l'abandon des bestiaux. Si on veut prendre un bestiau, c'est pour le prendre, quoi, c'est pour l'adopter, effectivement, pour l'élever, pas pour l'abandonner quand on en a marre. Enfin bon, c'est une autre thématique. Si tu restes pas en Chine sur le long terme, ce qui est généralement le cas pour les étrangers, fais attention quand même à réfléchir à ça. Mais il est tout à fait possible, et je connais des gens qui l'ont fait, de partir donc avec le bestiau. Il y aura une période de quarantaine, il y aura des papiers, il y aura des restrictions, enfin pas des restrictions, mais c'est plus de la paperasse, de l'administratif, des trucs comme ça, qui sera pas forcément très amusant. Et puis il y a des vaccins qui doivent être en règle, etc. Le vaccin anti-rabique tous les ans, etc. C'est un peu comme en France, quoi. Dont il faut tenir compte. Voilà, donc si tu veux acheter, adopter, élever un animal domestique en Chine, si la question te concernait toi, réfléchis aussi à cette problématique. Si la question est pour les Chinois, tu as à peu près mon point de vue. Alors ensuite, question de Philippe. Alors c'était pas une question, c'était un commentaire qu'il avait laissé sur la vidéo YouTube de mardi, qui me disait que il s'attendait à ce qu'on parle au moins des 40 jours après l'accouchement où la femme ne doit pas quitter son lit et ne doit absolument rien faire durant cette période, y compris prendre une douche. Dommage de laisser une idée principale que tout est tabou, Philippe. Alors, il est important, même si je voulais pas utiliser du langage trop cru, donc dans l'épisode de mardi, que les questions tournaient, et j'essayais de le faire, donc de le dire avec subtilité. L'épisode de mardi, il était surtout axé sur les relations physiques, vraiment, et donc on a surtout évoqué les relations physiques, et on a déjà atteint les 15-20 minutes avec le podcast, quoi. Donc si en plus après il fallait prendre en compte la grossesse plus l'accouchement plus la suite de l'accouchement, ça aurait fait énormément de durée pour le podcast. Donc on a traité effectivement l'idée principale du sexe tout simplement et des relations amoureuses, mais si ta question sur ces fameux 40 jours après l'accouchement est vraiment importante pour toi, je me suis dit tiens, je vais la reprendre dans le podcast du vendredi. C'est ce que je t'ai dit sur YouTube. De toute façon, je t'ai dit, j'en parlerai vendredi. Et donc voilà. C'est ce qu'on appelle en Chine, je pense même pas qu'il y a un nom pour ça, en français, donc ça s'appelle Tuoyueze. C'est-à-dire qu'on va faire le mois. Donc sous-entendu 30 jours au final. Pendant 30 jours, effectivement, après l'accouchement, en Chine, généralement la femme ne fait rien. Elle se repose, elle se remet et elle mange d'ailleurs un régime très très strict pour perdre le ventre, mais aussi pour garder la forme. C'est pas juste pour maigrir ou n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose de culturel et qui existe depuis un moment. C'est donc ce fameux Tsuyueze, et effectivement on lui dit il faut pas prendre la douche, il faut pas etc. pour éviter de s'enrhumer, pour éviter d'avoir mal à la tête, pour éviter aussi donc selon la médecine chinoise pas mal de choses. C'est quelque chose effectivement qui est très fréquent en Chine et c'est pas juste un point culturel. En fait, il faut comprendre que les éléments culturels dans toutes les cultures du monde, souvent ils s'expliquent par la survie de la population. C'est un peu Darwin, quoi. Les gens ils font de cette manière parce que ils ont plus de chances de survivre au final que s'ils ne le faisaient pas.
Alors parfois, effectivement, les traditions durent, et elles durent généralement plus longtemps que les progrès de la modernité. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que de nos jours en Chine, si on faisait pas le fameux Yuezhi, ce fameux mois où on fait rien après l'accouchement, on resterait en vie, en bonne santé, et on aurait ce qu'il faut pour s'occuper de son bébé, mais il faut comprendre un petit peu pourquoi est-ce que cette tradition existe, et elle existe peut-être dans d'autres pays, ou je sais pas d'ailleurs. C'est pour ça, voilà. Donc cette fameuse question sur le mois après l'accouchement, effectivement, en Chine, les femmes, quand elles peuvent le faire, bien évidemment, ça se fait de moins en moins. Là aussi, c'est pareil, la culture et l'évolution évoluent tout simplement. Ils ne font rien, voilà. Mais bon, maintenant, avec de plus en plus de femmes qui travaillent, etc., ça existe de moins en moins. C'est important de le noter. Et puis les familles aussi sont de moins en moins proches. On avait souvent des familles qui étaient très présentes avec les grands-parents aussi, qui vivaient avec les couples, etc. Ça se perd tout ça. Donc d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, ça n'existera peut-être plus, cette fameuse tradition dont tu parles aujourd'hui. Mais c'était important de noter pourquoi est-ce que ça existe, comment ça marche un petit peu, tous ces trucs, ces aspects culturels un petit peu bizarres que l'on peut retrouver parfois en Chine, ou en France, ou en Afrique, ou aux États-Unis, ou n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc Philippe, je voulais donc revenir donc sur cette fameuse question, effectivement. Et c'est quelque chose de très intéressant. Vous pouvez creuser la question. Si vous avez des questions spécifiques, plus précises sur ça, n'hésitez pas. Mais ça fait partie donc de la tradition chinoise, effectivement. Après l'accouchement, la femme, elle reste au lit. Et donc c'est pas le mari qui fait tout beau. Généralement, ce sont les beaux-parents plus les parents de la femme en question. Alors, troisième question de Sébastien qui dit: bonjour Cédric, encore merci pour toutes tes réponses et tes podcasts, continue comme ça, c'est génial. Ah, il se recoupe avec Marion avec le terme génial. Ma question du jour concerne la médecine en Chine. Ah bah tiens, justement, lorsque l'on tombe malade, quel type de praticien va-t-on voir en général? Médecine traditionnelle chinoise ou médecine dite moderne? Bonne journée à toi et à ta petite famille. Alors moi je vais vous parler de mon vécu, et encore une fois je vous explique la Chine telle que je la vois et telle que je la vis. Ça dépend de quelle maladie on est atteint. Généralement, une personne qui a un cancer qui vient d'être déclaré, je prends des exemples de vécu, mais d'un cancer qui vient d'être déclaré et puis qui a une tumeur, eh bien là, il va aller voir un médecin de médecine dite moderne. Mais même moi, en tant qu'occidental, quand je suis en Chine, si j'ai des reflux gastriques, ou là j'en ai plus, mais ça a été soigné justement. Si j'ai une grosse douleur, par exemple à mon épaule qui est cassée, j'en avais parlé dans une vidéo sur l'acupuncture, ou bien alors si j'ai une bronchite, je vais voir le praticien de médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi? Parce qu'elle est plus efficace pour ça. La médecine chinoise, je trouve qu'en général elle est plus efficace pour traiter des symptômes, comme les douleurs, par exemple, de mon épaule qui est cassée, il me manque un bout d'os, quoi. Enfin, il me manque 2 bouts d'os, en fait. Et la douleur, elle passe pas avec la morphine. Elle passe pas avec les opiacés, elle passe pas avec du X-Prime, elle passe pas avec etc. Par contre, avec de l'acupuncture, elle est passée. Voilà. Une bronchite, je peux aller me faire des perfusions comment ça s'appelle là, de je sais même plus quoi, parce que j'en fais plus, voilà. D'antibiotiques, quoi. Ça prend 5 jours, ça prend 10 jours pour guérir. Voilà. Tandis que si je vais voir le praticien de médecine traditionnelle chinoise et qui me fait ça, là c'est plus de l'acupuncture mais de la pharmacopée, donc des plantes, quoi, des médicaments à base de plantes qu'on fait infuser et puis qu'on prend donc 2 fois par jour pendant 8 jours, eh bien les symptômes passent. Et là, le virus, il peut être, ou les bactéries d'ailleurs, elles peuvent être soignées tranquillement par mon corps, voilà. Et avec ça, on rajoute un petit peu de thé, un petit peu de miel, et même si c'est bactérien, voilà, ça part, quoi. C'est comme ça. Donc ça dépend, voilà, pour mon vécu, ça répond à la question. J'ai moi maintenant cette logique, et les Chinois ont aussi cette logique de, ça dépend du type de maladie, du type de problème. Après, bien évidemment, on a des gens qui jurent que par la médecine traditionnelle et d'autres qui jurent que par la médecine dite moderne. On a toujours des extrémistes partout et pour tout d'ailleurs. Mais donc dans la mentalité générale et comment est-ce que moi j'ai pu le vivre et le voir en Chine, c'était donc comme je voulais expliquer. Alors tu termines ton truc, je sais pas si je l'ai lu, par bonne journée à toi et ta petite famille. Merci d'avoir pensé à la petite famille. Donc je te salue bien, et puis à tes proches aussi. Plein d'amour pour tout le monde. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà.
petit bilan d'ailleurs sur la médecine traditionnelle chinoise, qu'on a évoqué donc 2 fois d'ailleurs aujourd'hui. J'en avais fait une vidéo dans laquelle d'ailleurs j'explique aussi mon problème d'épaule ou des trucs comme ça, quand j'étais à Saïen, je crois, en début 2013. Ça doit être sur du-chinois.com/acupuncture, du-chinois.com/acupuncture, parce qu'acupuncture on peut le créer avec un O aussi, moi c'est écrit avec un U, vous retrouverez ça. J'ai fait un truc sur comment garder la santé avec l'acupuncture, notamment un truc que j'utilise tout le temps aussi, quand j'ai mal à la tête, je prends pas d'aspirine, je prends pas de Doliprane, j'appuie sur le point vital qui s'appelle Regou, qui est sur la main, et ça marche super bien. Ou alors je mets du Fong-Yotine, dont j'ai parlé dans une vidéo aussi, ce petit médicament miracle, sur mes tempes, et sur le cou, et ça passe. Voilà, donc parfois on n'a pas besoin des molécules, on n'a pas besoin du chimique, on n'a pas besoin de faire compliqué pour avoir quelque chose d'efficace lorsqu'on a un symptôme ou une maladie. Voilà, donc sur du-chinois.com/acupuncture, j'en reparle. Sinon pour le Fong-Yotine, j'avais parlé de sur YouTube, j'avais fait une vidéo qui devait s'intituler ce médicament miracle soigne je sais pas combien de maladies et coûte moins de 30 centimes d'euros ou un truc comme ça. C'est un truc, enfin en Chine ça coûte 1 yuan ou 2 yuan, je sais plus. Ou 3 yuan en tout cas. Voilà. Donc voilà pour ces 3 questions, c'était super, j'aime bien faire des podcasts, moi c'est génial. Si vous avez une question vous aussi, bien, ou que ça en génère chez vous, ou vous voulez approfondir une question, n'importe quoi, bien posez-la tout simplement sur du-chinois.com/question, question au singulier. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà ma question pour vous aujourd'hui. Voilà, ma question pour vous aujourd'hui, puisqu'on est dans la thématique, eh bien, avez-vous déjà essayé la médecine chinoise? Et si oui, eh bien qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait les massages de la médecine chinoise, le Truena, c'est génial. On a aussi après tout ce qui est le gua sha, etc. où on frotte, où on fait d'ailleurs les aspirations avec les boules remplies de feu là sur le dos. Lorsqu'on est malade, ça marche bien aussi, ça je faisais souvent ça à Shanghai. Est-ce que vous avez déjà essayé la pharmacopée, donc les médicaments, les plantes médicinales chinoises? Est-ce que vous avez déjà essayé l'acupuncture? Parlez-moi de ça un petit peu. Est-ce que vous avez déjà essayé la médecine chinoise, et sinon, pourquoi est-ce que vous avez jamais essayé? Est-ce que vous pourriez pas l'essayer pour tel ou tel problème que vous pouvez rencontrer de temps en temps? Surtout les trucs chroniques. Allez voir, pourquoi pas un médecin chinois, ou de médecine chinoise. D'ailleurs, moi j'en avais un très bien qui était français lorsque j'étais sur la région lilloise. Donc, si vous avez quelque chose où c'est le dernier recours. Voilà. Parfois, vos médecins généralistes, ils vous le recommanderont. Moi, pour l'acupuncture, pour la douleur, c'était un médecin généraliste chinois qui me l'avait recommandé. Pour les reflux gastriques, là, c'est moi qui avais fait la démarche, mais dernièrement, quand j'en parlais avec un médecin français en France ici, il y a une semaine ou 2 d'ailleurs, il me disait, on parlait du reflux gastrique pour je sais plus quoi d'ailleurs, on a des conversations bizarres nous. Il me disait tiens, quand c'est cette situation-là, il faut aller voir un médecin de médecine chinoise, c'est beaucoup plus efficace, tout simplement. Et lui, c'est un docteur, un praticien de médecine moderne qui dit ça quoi. Il faut le noter aussi, il faut essayer tout simplement. Et puis vous faire votre propre opinion. C'est un peu comme pour les podcasts, c'est un peu comme pour les médias. Il faut tout essayer, tout regarder, et puis se faire sa propre opinion. Voilà. Donc avez-vous déjà essayé? Oui. Dites-moi quoi? Non. Dites-moi pourquoi. Gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. On se retrouve demain pour l'épisode 31, donc demain samedi. Et ensuite, dimanche on se repose. Et puis voilà. Allez, à demain.